Bonjour à tous. Bon bah situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et vu que Pronote et l'ENT ne fonctionnent pas ou plantent toutes les 10 minutes, ben, je me suis dit que la meilleure des techniques c'était encore de faire une vidéo sur le seul mur blanc valide de ma maison qui n'est pas encore envahi de carton. Donc je préfère commencer avec le dernier sujet d'histoire qui nous manquait, soit le monde depuis le tournant des années 90, où on va voir notamment les attentats du 11 septembre comme situation. Donc le principe est le même, hein, je vous enverrai sur le Gmail, là où j'ai tous vos mails, le PowerPoint, mais au moins comme ça vous aurez ma petite vidéo explicative en plus, et si jamais il y a des choses que vous n'avez toujours pas compris, de toute façon vous pourrez m'écrire, etc. Il n'y aura pas de souci, je vous répondrai. Donc, ce sera le dernier chapitre d'histoire, après on attaquera les deux derniers de géo pour qu'on ne perde pas trop de temps. J'ai préféré effectivement continuer dans l'histoire, comme ça au moins on a bouclé l'histoire, c'est tranquille pour la suite. Alors, pour voir un petit peu ce qui s'est passé au tournant des années 80, il faut revoir tout ce qu'on a vu sur la guerre froide. Effectivement, vous vous souvenez normalement qu'en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, ça impliquait quoi? Ça impliquait un effet domino, 89 chute du mur, 90 réunification de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et enfin 91 l'explosion du bloc soviétique. Je vous ai remis une petite caricature qui me paraissait pas mal pour expliquer, où justement le Gugus il dit avant la chute du mur les choses étaient simples, effectivement vous aviez à l'ouest tout ce qui était américain, clan américain avec toute l'Europe de l'ouest, etc. Puis le bloc est avec l'URSS et les pays du bloc de l'Est, les pays communistes. Et enfin les pays du tiers-monde, normalement c'est ce qu'on a vu, souvenez-vous, juste avant, c'est les pays du tiers-monde, c'est les pays nouvellement indépendants qui se sont décolonisés et qui ont refusé avec le non-alignement de se mettre soit du côté américain, soit du côté de l'URSS. Sauf que, après l'effondrement du bloc soviétique et la victoire des États-Unis, on se retrouve aujourd'hui, en tout cas maintenant, avec un monde où il y a différents pôles de puissance. Il n'y a plus simplement les USA et l'URSS, il y a toujours les USA bien sûr, il y a l'Europe, il y a l'Inde, la Chine, le Brésil, enfin ce qu'on appelle les BRICS, les puissances émergentes. Donc en gros, comment on en est passé de ça à ça, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, comme d'habitude, vous avez le cours que vous aurez du coup dans le PowerPoint, soit vous imprimez, soit vous les recopiez, vous faites comme vous voulez, mais il faudrait que vous le connaissiez. Donc j'ai remis, depuis 1945, le monde est organisé en deux blocs, le bloc soviétique autour de l'URSS et des pays d'Europe de l'Est, et le bloc occidental autour de l'USA et des pays d'Europe de l'Ouest. On parle d'un monde bipolaire, retenez bien ce mot. Le mur de Berlin construit en 61 en est le symbole, cet ordre mondial s'effondre en 89 avec la chute du mur de Berlin. Alors, suite à la chute du mur de Berlin, on a vu qu'il y a tous les PECO, les anciens pays justement du bloc de l'Est, qui veulent rejoindre l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En gros, ce sont une alliance politique et militaire entre les grandes démocraties du monde. C'est un symbole de voir que tous les anciens pays du bloc de l'Est veulent rejoindre le bloc de l'Ouest, ce qui montre encore une fois que c'est bien les États-Unis qui ont gagné. Hop, donc ça, je vous l'ai remis avec les définitions. Désir de nombreux États issus de l'URSS de rejoindre l'OTAN pour se placer sous sa protection. Donc, c'est là que ça devient important. L'effondrement du bloc soviétique signe la fin de la guerre froide et la victoire des États-Unis, seule puissance mondiale. Donc on est en 91 et jusqu'à 2001, on va avoir 10 ans, 10 années où les États-Unis vont vraiment être en quelque sorte les chefs du monde. Je m'explique. Voilà une petite carte, j'espère que vous la verrez mieux sur le PowerPoint, où on voit en bleu et en jaune tous les endroits où les Américains sont intervenus dans le monde. En fait, vu que pendant 10 ans, ils vont avoir aucun pays qui peuvent tenir la comparaison, que ce soit dans l'ordre militaire, économique, ils sont vraiment surpuissants, ils se autoproclament gendarmes du monde. Ce qui fait que pendant 10 ans, ils pratiquent ce qu'on appelle l'interventionnisme. Je l'ai remis là justement et j'ai remis les deux petites définitions ici. L'interventionnisme consiste, à l'inverse de l'isolationnisme, à vraiment intervenir dans toutes les politiques extérieures des pays. Même si ça ne les concernait absolument pas, ils arrivent, ils s'installent, ils participent à la guerre, etc. Mais ils le font à outrance. D'ailleurs, on le voit, ils ont intervenu dans énormément d'endroits. Ça va absolument pas plaire au monde et ça va faire naître, particulièrement dans le Moyen-Orient, un sentiment anti-américain qui va naître. Alors, oui, donc ça c'est un petit article que je vous invite à lire justement sur les États-Unis, nouveaux gendarmes du monde. Vu qu'ils sont devenus surpuissants, ils s'interrogent sur leur fonction de chef du monde. Donc,
N'ayant nul adversaire à leur taille, les États-Unis s'interrogent sur leur rôle sur le plan international, ils deviennent les gendarmes du monde, ils interviennent de manière excessive, c'est l'interventionnisme, en se mêlant de conflits. Je vous ai bien remis la définition d'interventionnisme. Pour rappel, vous décomposez toujours le mot, isolationniste, c'était un pays comme ce qu'il faisait avant les guerres mondiales, visant à ne pas se mêler des affaires du monde. L'interventionnisme, c'est l'inverse, on intervient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on en arrive directement à la situation sur le 11 septembre 2001. Je pense que vous me voyez venir. Alors, je vous ai mis un lien sur la vidéo YouTube, une vidéo qui me paraît pas mal justement sur les attentats des tours jumelles. Moi, je peux vous en parler, mais les images, je vous invite vraiment à regarder ce lien-là, parce que c'est des images à avoir vues au moins une fois dans sa vie. Je ne sais pas si, pour la majorité d'entre vous, vous étiez nés ou pas, mais il faut les avoir vues. Alors, en ce qui concerne le 11 septembre, je compte sur vous pour regarder la vidéo, mais je peux vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. On a 4 avions qui ont été détournés. En fait, ils ont décollé des États-Unis, il n'y avait pas de souci, mais ils ont décollé avec des terroristes à l'intérieur. 2 avions sont détournés et vont directement se jeter avec les gens dedans, dans les 2 tours jumelles qui se trouvent au cœur de Manhattan, dans le quartier de Wall Street, c'est le quartier des affaires. On a un avion qui part également d'ici, de Washington, qui est détourné et qui revient, et qui vient se cracher dans le Pentagone. Le Pentagone, c'est le bâtiment où se trouve le siège militaire des États-Unis. Donc encore une fois, un symbole. Et enfin, on a un avion qui est parti, lui, pour se jeter normalement dans la Maison Blanche, sauf que les gens à l'intérieur de l'avion se sont révoltés, ont repris le contrôle, ont réussi à contrecarrer les plans des terroristes et se sont crachés dans un champ. Il n'y a pas eu de survivants, mais on sait ce qui s'est passé puisque les gens ont pu appeler depuis l'avion. Alors, pourquoi ces 4 lieux, pourquoi les 2 tours jumelles, pourquoi le Pentagone, pourquoi la Maison Blanche? Il y a toujours une logique terroriste là-dessous. Effectivement, les tours jumelles ont été visées pour toucher l'aspect économique, le symbole économique que représentaient les États-Unis. La Maison Blanche, évidemment, pour l'aspect politique, et enfin le Pentagone pour l'aspect militaire. C'était des choix stratégiques de la part des terroristes. Je rappelle quand même qu'avant le 11 septembre et avant ces attentats, on pouvait embarquer dans des avions beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout ce qui est plan, Vigipirate, etc. Ça n'existait plus ou moins pas avant. On prenait l'avion un peu comme on prenait le train. C'était beaucoup moins contraignant et c'est pour ça que ces attentats ont pu avoir lieu. Hop. Alors évidemment, ça a été un traumatisme général. Comment vous expliquer ça? Personnellement, j'étais au collège quand c'est arrivé et tout le monde de ma génération et ceux d'avant, on se souvient tous de où on était quand c'est arrivé. Pour une simple bonne raison, c'est que moi, étant né en 88, j'ai grandi dans les années 90, soit dans les 10 ans de l'hyperpuissance américaine. On pensait naïvement, et c'était le cas à l'époque, que les États-Unis étaient intouchables, que c'était vraiment un pays où rien ne pouvait arriver, vu les moyens qu'ils avaient, vu comment ils intervenaient partout, c'était vraiment les plus forts à tous les niveaux. Quand ceci est arrivé, ça a prouvé au monde entier que les États-Unis c'était finalement un colosse au pied d'argile et qu'ils étaient aussi attaquables que n'importe quel autre pays. Donc je vous ai donné un petit medley des unes des journaux le lendemain, que ce soit des unes américaines ou des unes françaises. Pour un titre de comparaison, les attentats qu'on a eu à Paris, à côté, c'était rien du tout, comparé au traumatisme que ça a été, ces attentats du 11 septembre 2001. Et c'était en boucle, etc., etc. En plus, c'était la première fois qu'on assistait en direct à quelque chose. C'était les débuts des vidéos, vous savez, en 2001, on n'avait pas encore, comme aujourd'hui, des téléphones partout, etc., qui pouvaient filmer, mais on avait déjà quand même un bon système de vidéos à la télé, et on a pu voir en direct, assister le monde entier en direct à ce qui s'est passé. Donc ça a été vraiment un traumatisme, c'était les débuts, si vous voulez, de BFM, CNews et compagnie, où on assistait à l'info en direct. Alors, ce sera tout ce qu'il y a à noter. Donc mardi 11 septembre 2001, 4 avions sont détournés par des terroristes islamistes. 2 d'entre eux percutent et détruisent les tours jumelles du World Trade Center à New York, parce que là où il y avait les tours jumelles, ça s'appelait le World Trade Center. Vécus en direct par des centaines de milliers de spectateurs, ces attentats ont provoqué un immense traumatisme dans le monde. Cela inaugure une nouvelle ère dans les relations internationales. Alors, pourquoi une nouvelle ère? Ça s'explique. À l'époque, le président qui était à la tête des États-Unis à ce moment-là, c'était George W. Bush. Quand il a vu ce qui s'est passé, quand il a assisté, quand on l'a prévenu des attentats, il a fait un discours assez percutant où il a signifié au monde entier, parce qu'il s'adressait au monde entier, que les nations devraient se battre auprès des États-Unis
et qu'en gros, si on n'était pas avec eux, on était fatalement contre eux. Le problème, c'est que les États-Unis ont un petit peu perdu pied et ils ont décrété d'utiliser des moyens qui n'étaient pas forcément très démocratiques et pas trop dans le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont usé de torture, d'espionnage, y compris de leurs alliés, c'est-à-dire nous, pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et en plus, là je vous ai mis une petite image de prisonniers de Guantanamo. Dans les prisons, particulièrement pour ceux soupçonnés d'attentats, les conditions n'étaient pas forcément très humaines. Là, je vous ai mis une journal, je ne sais pas si vous voyez bien, ils ont décrété d'aller faire la guerre, évidemment, en Irak. C'est la fameuse guerre en Irak de 2003, à laquelle Jacques Chirac, notre président à l'époque, avait refusé de participer. Pour une simple et bonne raison, c'était que pour lui, officiellement, c'est une pompe à pétrole que vous voyez là. Les Américains voulaient aller faire la guerre en Irak, non pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour le pétrole. Parce que bon, tant qu'à faire, si on fait une guerre aussi un petit peu pour l'économie, n'oublions pas que ce sont des Américains. C'est d'ailleurs la première fois que les Français et les Américains ont été un petit peu en froid à ce moment-là. Donc, déploiement sur les territoires, surtout du Moyen-Orient, de beaucoup de moyens de la part des Américains, enfreignant souvent les droits de l'homme, jusqu'à l'arrivée de Barack Obama, ancien président des États-Unis, qui lui prônait plutôt le... comment ça s'appelle ? Hop là, le multilatéralisme que je vous remets en définition ici. Pour lui, il vaut mieux développer la collaboration entre les États pour lutter contre le terrorisme plutôt que d'user de torture, d'espionnage, etc. C'était une petite différence entre Bush et Obama, ce qu'il faut quand même retenir. Donc, la guerre contre le terrorisme est déclarée, l'Afghanistan refuge d'Al-Qaïda, oui, parce que, je précise, à l'époque, c'est pas Daesh, etc. le terrorisme, c'est vraiment Al-Qaïda avec à sa tête Oussama Ben Laden. Donc, ainsi que l'Irak sont attaqués par les États-Unis et leurs alliés, sans l'aval de l'ONU, très important, instaurant le concept de guerre préventive. Barack Obama, à l'inverse, défendait une vision fondée sur le multilatéralisme et mit fin à l'intervention américaine dans ces pays. Et enfin, multilatéralisme, mode d'organisation internationale basée sur la coopération entre les États. Je vais m'arrêter là pour le moment, histoire de voir que vous ayez déjà compris bien comment ça s'est passé depuis la fin de la guerre froide, les 10 ans où les États-Unis sont les gendarmes du monde, et enfin l'attentat du 11 septembre et ce qui en a découlé. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Moi, je vous envoie le lien sur les attentats du 11 septembre et bien sûr le PowerPoint.